En fait, on peut tout faire, on peut créer des business qui nous soutiennent. C'est quelque chose qui est en moi depuis mon enfance, qui a toujours été important pour moi. Créer une entreprise, c'est difficile. Si on t'a dit que c'était facile, on t'a menti. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Elisabeth. Hello Elodie. Comment ça va pour toi ce matin déjà? Comment tu te sens? C'est un peu le rush, toujours le matin, de déposer les enfants, mais comme je te disais, là, je suis installée, j'ai mon cappuccino, donc je me sens bien. Et toi? Trop bien. Ah bah moi ça va aussi. Écoute, moi je suis aussi en route depuis un petit moment là déjà, mais je suis ravie qu'on puisse discuter toutes les deux ensemble ce matin, donc ça va très bien. Je voulais te remercier d'avoir accepté déjà de participer à ce podcast. Et ce qui m'a donné envie de te recevoir aujourd'hui et qu'on discute ensemble, c'est deux choses. Déjà le nom, évidemment, Sorority Club, puisqu'on est dans un podcast dédié à ce sujet. Et puis la punchline aussi que tu utilises sur LinkedIn, les femmes font du business, pas des petits projets. Et alors c'est vraiment un sujet qui me parle énormément en ce moment parce que je trouve qu'il est plus que temps qu'on arrête nous-mêmes de se maintenir ou d'être maintenu petite. Oui. Voilà, ça c'est mon avis sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai vu tes questions parce que d'un côté, je ne veux pas que ça devienne encore une autre injonction de dire « Ok, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Je vois ça plutôt comme une invitation à se dire, en fait, tout est possible. Donc, pourquoi dans ma tête, ce n'est qu'un petit projet, c'est un hobby, c'est pas important, je me minimise. Et est-ce que je peux faire différemment? Donc, c'est plutôt une invitation à se dire, en fait, on peut tout faire, on peut créer des business qui nous soutiennent et pas rester dans la précarité, même en étant à nos comptes, qui est le cas pour beaucoup de femmes entrepreneuses. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir toi ton propre business? Comment ça te soutient justement? Alors, mon business, ça fait 13 ans que j'ai un organisme de formation. Donc, c'est un organisme de formation de langue bureautique et numérique pour donner un peu le contexte. Et j'ai une équipe en place, une équipe permanente qui est là pour gérer, je dirais, le quotidien de l'entreprise. Et puis, on travaille avec un réseau de formateurs qui se déplacent chez nos clients pour animer les formations. Donc, mon entreprise continue de tourner même quand moi, je ne suis pas présente physiquement, mentalement, des fois, et m'a accompagnée pendant des périodes de vie comme mes congés maternité. Donc, j'ai pu prendre mes 2 congés mat, alors que je vois qu'il y a beaucoup de femmes femmes indépendantes qui n'arrivent pas à s'arrêter, ou quand elles s'arrêtent, elles perdent leurs clients, leur chiffre d'affaires, etc. Donc, j'ai pu m'arrêter et me dire, j'ai la sécurité d'avoir une entreprise qui continue malgré mon absence, mon événement de vie. J'ai pu profiter, j'ai pris même plus que le maximum et j'ai pu revenir un peu doucement après mes congés mat. J'ai pu déménager en Italie, donc je gère cette entreprise maintenant à distance. Et aussi des périodes difficiles comme il y a quelques années, mon fils a été malade, donc on a été 1 mois à l'hôpital et je l'ai gardé 3 mois à la maison.
Et là, en ce moment, comme tu le sais déjà, j'ai j'ai encore eu une nouvelle bouleversante en fin d'année. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du côlon, donc j'ai été opérée et là je fais la chimiothérapie et voilà. Donc en fait, une entreprise qui te soutient, c'est une activité qui continue à te soutenir même dans des périodes difficiles de la vie. Ou des périodes pas difficiles, mais voilà, le temps d'accueillir un enfant, c'est bon, c'est difficile aussi. Mais Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité? Ouf, une grande question aussi. Pareil, j'ai dû réfléchir un peu à trouver c'est quoi l'origine de ça, pourquoi c'est important de parler de sororité. Et comme je t'ai expliqué, en fait, je viens des États-Unis, donc j'ai grandi là-bas. Toute ma famille est là-bas. Je suis partie après mes études, donc j'avais peut-être je crois que j'avais 22 ans quand je suis partie. Donc voilà, j'ai grandi là-bas et déjà dans ma famille, ma mère, elle a 7 sœurs. Donc j'ai grandi vraiment entourée de ces femmes. Elles ont toujours été très proches. On était tout le temps ensemble. Donc j'étais avec mes tantes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui est décédée elle avait 97 ans, 98 ans, il me semble. Donc, j'ai eu la chance, d'être proche aussi de mon arrière-grand-mère, de mes cousines. Et je dirais que ce lien a toujours été très important pour nous dans la famille. On était très soudés déjà à la base, ce groupe de femmes. Et puis à l'école, alors moi j'ai fait une école catholique quand j'étais petite et on avait des fois des cours qui étaient séparés. On avait des cours ensemble la plupart du temps et on avait quelques cours où on était séparés, les filles dans un groupe, les garçons dans un autre groupe. Ensuite au lycée, j'étais dans une école publique, donc j'ai pu tester les deux. Et pareil, au lycée, on avait c'était plus le sport. On faisait le sport. On fait beaucoup de sport aux États-Unis. Donc, on a des cours et aussi après l'école. Et là, du coup, des équipes féminines. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, du basket, foot, même gymnastique. J'ai été pom-pom girl pour la stéréotype. Voilà. C'est ce que j'allais dire, le cliché qu'on a des États-Unis, c'est bon. Oui, voilà. J'ai vécu le cliché. Et donc, dans le sport aussi, j'ai toujours été entourée de femmes. J'ai eu des coachs femmes, etc. Tout au long de mon parcours. Et puis, on peut voir à l'université aux États-Unis les sororités qui existent. J'ai fait aussi du bénévolat. Par exemple, pendant des années, je donnais des cours d'anglais à des filles en Afghanistan. Mais bon, ça s'est arrêté parce qu'on avait plus malheureusement, elles ont plus le droit d'aller à l'école. En ce moment, c'est très compliqué. Et donc je sais pas, c'est quelque chose qui est en moi depuis mon enfance, qui a toujours été important pour moi. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je me dis, en fait, quand on est ensemble, c'est moins difficile. On bénéficie un peu de l'expérience des autres, du soutien. C'est une vraie force, en fait. Pourquoi rester seul quand on peut s'entourer? Alors, je voudrais revenir sur un truc parce que moi, je connais pas très bien, à part l'image qu'on a dans les films des sororités. Tu vois, moi, j'imagine plein de nanas pendant leurs études qui vivent ensemble et qui font la fête. Mais c'est quoi exactement une sororité aux États-Unis? À savoir que il y a toujours des extrêmes dans tout. Donc oui, il y a des groupes où c'est clairement pour faire la fête. Mais il y en a, c'est autour des valeurs, des projets. Par exemple, il y a des sororités qui existent, qui font du bénévolat, qui font quelque chose ensemble, qui s'entraident. C'est un réseau aussi. En fait, je pense au réseau professionnel. Par exemple, c'est quelqu'un qui va t'aider à trouver un job, qui va te recommander. Donc, c'est plus un réseau
qu'autre chose, un réseau de soutien. Mais bien sûr qu'il y a des extrêmes, bien sûr que des fois il y a des gens qui veulent juste faire la fête. Oui, ça existe aussi. Et ça, c'est uniquement pendant les études? Oui. Ouais, ok. Est-ce que toi, du coup, t'as fait partie d'une sororité? J'ai pas fait partie d'une sororité à l'université. C'était plus le sport. Du coup, j'ai continué le sport à l'université. D'accord. J'ai été pom-pom girl. Oui. Et bon, bah déjà, on a ce groupe, on s'entraînait tous les jours presque, donc ça occupe pas mal. C'est des femmes qui sont encore dans ta vie aujourd'hui? Il y en a quelques-unes. D'accord. Notamment 2 qui, en fait, on a été ensemble au lycée et puis à l'université et qu'on est resté en contact, même si c'est plus difficile maintenant que ça fait longtemps que je vis à l'étranger. Ouais, ok. Quelle place elle a la sororité aujourd'hui dans ta vie? Alors même ça, donc Sorority Club, c'est une activité que j'ai lancée en parallèle de mon organisme de formation, donc ça fait 2 ans à peu près. Et d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu la sororité, que j'avais eu ça pendant une période, toute ma vie, et après je suis partie en France, j'ai fait ma vie, j'ai créé mon entreprise, etc. Et je n'avais plus ça, je n'avais plus de groupe de femmes autour de moi, et c'est surtout pendant la maternité que je me suis rendu compte que dans les réseaux business, dans mes sphères professionnelles, personnelles, etc. Je ne savais pas qui parlait de tout ce que je traversais pendant la maternité et ce changement, en fait, on vit un changement d'identité, on ne sait plus quelle est notre place, qui on est, comment faire pour faire tout rentrer dans une journée et voilà, je partage souvent cette anecdote. J'en ai parlé dans un réseau business. Il y a un homme qui m'a dit « Ah, pour moi, le secret, c'était de mettre des boules caisses pour bien dormir la nuit. » Et j'ai rigolé. Je dis « Bah, moi, je pourrais pas faire ça. Je suis obligée de me réveiller et j'allaite mon enfant. Donc, si je mets ça, je suis pas sûre que papa, il va s'en sortir. » Donc, je me suis dit, on n'a pas du tout la même réalité. Et puis, petit à petit, ça s'est fait inconsciemment ou naturellement. Je me suis entourée aussi de femmes et de mamans dans mon équipe. Donc, dans l'équipe permanente, que ce soit la commerciale, l'assistante admin, pédagogique, etc. Ce sont toutes des femmes. Pareil pour Sorority Club, j'ai fait le choix de travailler uniquement. Là, c'était un choix conscient, on va dire, de me dire pour ce projet, je veux travailler uniquement avec des femmes aussi. Pour me challenger également, parce que souvent on a ce biais, on dit ok, je cherche une experte pour intervenir dans tel sujet, et on a tendance peut-être à penser à un homme. Donc je me suis dit, je vais trouver une femme experte pour toutes les thématiques, pour tous les projets. Donc ça, c'était un choix conscient. Donc c'est quelque chose que je vis, que je transmets, que j'essaie de faire vivre au sein du Sorority Club, mais aussi dans mon équipe de mon organisme de formation, et c'est une vraie force. Et dans ton entourage, il y a plus d'hommes ou de femmes? Donc, je pense que ça aussi, ça a contribué un peu à cette période que je disais, en fait, j'ai plus la sororité. C'est que je me suis installée en Italie, et donc j'étais surtout avec ma belle famille, avec les amis de mon conjoint, donc aussi avec leurs femmes, bien sûr, mais c'est pas pareil quand c'est pas un entourage choisi, je dirais. Ou même pour les enfants, souvent quand on va à l'école, bon, on discute avec les mamans, etc. Mais pour moi, c'est pas un entourage choisi non plus, forcément. Donc j'ai essayé ici à Milan, il y a des clubs, des réseaux féminins, etc. Donc j'ai pu faire des rencontres un peu de cette manière, et je dirais aussi choisir mon entourage. Alors, si on
prend un tout petit peu de recul et qu'on parle de ton expérience et de ton expertise, on va dire aujourd'hui, après 13 ans sur le business, est-ce que toi, tu trouves que c'est facile ou difficile de monter un business quand on est une femme? Ça aussi, j'adore cette question. Parce que j'ai envie de dire, créer une entreprise, c'est difficile. Si on t'a dit que c'était facile, on t'a menti. Mais qu'on soit un homme ou une femme, c'est difficile. Et j'aime beaucoup cette expression qui dit en anglais « choose your hard ». Que, ok, est-ce que c'est difficile de créer une entreprise? Oui. Est-ce que c'est difficile de rester dans un job qu'on n'aime pas où on n'est pas épanoui? Bah oui, c'est difficile aussi. Est-ce que c'est difficile de vivre avec le SMIC? Oui. Est-ce que c'est difficile d'avoir des horaires fixes alors que on essaie de tout jongler? En fait, tout est difficile. Et donc, j'aime cette expression, choose your heart. C'est toi qui choisis tes contraintes. Et quand on voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a cette vie rêvée que certaines vivent, que c'est facile, que tout est beau et c'est un peu idyllique, mais ce n'est qu'une partie. Peut-être que cette partie existe, oui. Moi aussi, je vis de super moments, ça existe cette partie, mais la partie difficile existe aussi. Donc, si on cherche quelque chose de facile ou toujours tout rose, etc., cette chose n'existe pas. Donc, difficile, oui. En tant que femme, peut-être encore plus difficile, mais c'est pour ça que je pense que l'entourage est important et joue un rôle aussi. C'est que, ok, est-ce qu'on va rester dans le fait que c'est difficile et c'est plus difficile pour moi parce que je suis une femme et parce que ceci et cela. Est-ce qu'on se focalise sur ça ou est-ce qu'on se focalise sur ce qu'on peut faire, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place malgré un système qui nous soutient pas? Oui. Donc oui, c'est difficile. Bah oui, Bali et la Ferrari, ça arrive après avoir travaillé dur. Est-ce que c'est un peu l'idée? Enfin, travailler dur, pas forcément travailler dur. Oui. Chacun a son, comme tu l'as dit, on choisit son niveau de difficulté en fonction du rêve qu'on veut atteindre. Mais Bali et Ferrari, c'est pas demain. Oui. Ça prend du temps. Après, j'aime bien explorer cette question de travailler dur aussi. Parce que je trouve qu'en tant que femme, on a tendance à se sacrifier, penser qu'il faut souffrir pour réussir. Donc, travailler dur, ça veut dire quoi? C'est pas forcément faire beaucoup de choses. C'est pas se mettre en difficulté. C'est pas faire un burn-out. Voilà, c'est pas tout sacrifier. Mais c'est des fois continuer quand on a envie de tout abandonner. C'est chercher des solutions alors que ça nous sort de notre zone de confort. C'est avoir la foi et y aller, quoi. Donc là, faut faire attention aussi, je pense. Oui, à l'utilisation des mots, je suis d'accord avec toi. Dans les leviers que tu as donnés pour monter son business, on va dire, en tant que femme, tu as parlé de l'entourage. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer? Pour moi, ça a été hyper important, l'entourage. Donc même au début, comme je disais, j'avais pas forcément cette sororité, mais j'avais des hommes qui me soutenaient aussi. Donc à l'époque, c'était mon copain en français, quand je vivais là-bas, et son père, qui est entrepreneur et qui était une sorte de mentor pour moi. Donc il m'a beaucoup aidée. Et donc l'entourage, vraiment, j'insiste là-dessus parce que souvent, pour les femmes, on veut que tout soit parfait avant de montrer à qui que ce soit. On dit, OK, il faut que je travaille dans mon coin sur ce projet. Je vais faire voir à personne parce qu'il faut que ce soit parfait. Et on va trop réfléchir. On va perdre beaucoup de temps. Et on va enfin montrer le projet à quelqu'un. Et puis, crickets. En fait, personne n'est intéressé. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Donc c'est vraiment l'entourage qui fait la différence. Se faire accompagner, je pense. Oui, c'est vrai qu'on peut faire des choses seul, mais on n'a pas le regard extérieur. Il y a beaucoup de formations, on a beaucoup de possibilités, même avec le CPR. En fait, il existe tellement de choses et de manières
que ça vaut le coup d'investir en soi, même si ça fait peur. Il y a forcément un ROI si on se fait accompagner au début. On gagne énormément de temps et on évite plein d'erreurs. Il y a 2 choses que je retiens dans ce que tu viens de dire. Il y a le fait d'avoir un ou une mentor. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que avoir quelqu'un qui est plus avancé que toi, ça permet un peu de se projeter, puis de mieux comprendre de façon concrète ce qu'il faut faire pour avancer dans son activité. Et ce que je retiens aussi du coup sur le fait de rester dans sa tête, dans son idée là, dans sa petite boîte, c'est le passage à l'action. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en fait, plutôt que de réfléchir pendant 8 mois à son projet, de commencer, de le montrer même si c'est pas abouti et d'y aller. Oui. Donc, je me suis lancée en 2013. J'avais un site pourri que j'ai fait moi-même sur Wix en quelques jours. Mais très bien. J'ai un logo gratuit qu'une copine m'a fait et ça m'a pas empêché de trouver des clients, de développer mon entreprise. Pas du tout. Et donc, un dernier conseil, je dirais vraiment de vendre. Que beaucoup de femmes ont peur de vendre. Et j'ai heureusement compris dès le début que mon job en tant qu'entrepreneuse était de vendre tous les jours. Tous les jours, donc tous les jours, je cherchais à participer à des événements, à faire de la prospection, à échanger avec mes clients pour savoir si peut-être qu'ils avaient des contacts à me passer. Je faisais des salons et en fait, je cherchais tout le temps des réseaux, des événements, des leviers pour faire connaître mon entreprise et pour vendre. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est mon job numéro 1 parce que c'est ça qui fait tourner l'entreprise. Et souvent, on confond les deux et on pense que notre cœur de métier, par exemple, si on est coach, si on est, je sais pas, graphiste ou autre, notre cœur de métier, oui, c'est important. Mais si personne sait que ça existe, l'entreprise ne va pas décoller. Mais c'est marrant parce que tu as utilisé les mots, hein. On parle de business, on parle de vendre, et j'ai l'impression que ces mots, ils font peur. Qu'on a peur de ces mots-là comme si c'était des gros mots. Oui. Et moi, j'ai eu peur aussi. Je comprends. Ouais. Je me souviens, j'ai pleuré avant mon premier rendez-vous commercial. Et à savoir qu'à l'époque, donc j'avais 25 ans et j'allais prospecter des entreprises, des PME, des grands groupes. Donc, je discutais avec des RH et je me sentais toute petite en face de ces personnes. Mais heureusement, encore une fois, j'avais donc mon copain et son père entrepreneur. Et j'ai dit, je stresse, je sais pas quoi faire, je pleurais, etc. Et là, ils m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que le regard extérieur est important. Ils m'ont demandé, mais comment tu fais d'habitude quand tu vas démarrer une nouvelle formation avec quelqu'un? Et je dis, qu'est-ce que je fais? Je pose des questions. Je leur pose des questions sur leurs objectifs, leurs besoins, leurs blocages et tout ça. Et en fait, en expliquant ce que je faisais déjà dans mon métier, ils ont pu me dire, en fait, c'est ça un rendez-vous commercial. Tu le fais déjà, t'as l'habitude, peut-être dans un autre contexte. Et quand on comprend que la vente, c'est juste une conversation, en fait, c'est juste être curieuse, poser des questions, tout simplement, ça enlève pas mal de pression. Merci pour ça parce que en effet, je te rejoins. Aller discuter dans des événements professionnels, ce n'est qu'aller discuter dans des événements professionnels finalement. Et après, si ça match, on a de la chance de vendre. Oui, et que c'est un échange. En fait, la vente, c'est un échange. Oui. Donc, on n'est pas des vendeurs de tapis ou de rêves ou j'en sais rien. On a toujours ces idées derrière. On a forcément une croyance qui nous bloque. On a l'impression que c'est mauvais, qu'on va en profiter ou quelque chose en lien avec l'argent. Mais en fait, c'est juste une conversation. Et si on travaille avec la personne, c'est juste un échange. En échange, moi, je donne mon expertise et vous me donnez de l'argent en échange. C'est naturel, en fait.
conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent et qui auraient vraiment l'envie là maintenant de monter un vrai business et pas de rester dans un petit projet? Je vais me répéter. Je pense que tu peux imaginer ma réponse, que ça va être s'entourer et se faire accompagner. Mais l'entourage, c'est aussi quelque chose qui change vraiment ta façon de voir le monde. Que quand on est la seule personne dans son entourage à faire ça, que peut-être que dans notre famille, dans nos amis, etc., il y a personne qui a ce genre d'ambition, ça nous semble compliqué, ça nous semble peut-être bizarre. C'est quelque chose qui va, qui va sembler moins atteignable. Mais si on fait partie d'un groupe de personnes qui sont en train de construire la même chose, qui ont la même ambition, qui travaillent pour ces mêmes objectifs, bah ça devient normal. C'est normal. On peut en parler, on peut parler de nos galères, on peut partager nos réussites, etc. Ça change beaucoup. Je pense, ça change tout dans notre regard. Et après, je dirais juste de se focaliser sur la vente. Sur la vente, parce que souvent, déjà, vous êtes super dans vos expertises. Même si des fois, on souffre du syndrome de l'imposteur, on dit, est-ce que je suis assez expérimentée? Est-ce que j'ai accompagné assez de clients? Est-ce que j'ai assez de diplômes? Est-ce que, voilà, on a des doutes par rapport à ça, mais probablement, je pense que les personnes qui nous écoutent sont déjà assez bien expérimentées, expertes, etc. pour pouvoir faire le métier. Si moi j'ai pu le faire aussi à 25 ans, ça s'est bien passé. Et donc, accepter qu'on est assez. Ouais. Et qu'on a juste besoin de faire connaître et de vendre tous les jours. Et c'est ça qui fait grandir notre projet. Super, merci beaucoup. Si on veut aller plus loin, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et en savoir plus sur ce que tu fais, sur tes activités? Principalement sur LinkedIn, même si en ce moment je suis pas très régulière avec mes cycles de chimio, mais il m'en reste 2. Je vois la lumière au bout du tunnel, ça va faire du bien. Oui. Et principalement sur LinkedIn, c'est là où je partage le plus. Ok, super, très bien. Je mettrai le lien vers ton compte LinkedIn dans la description de cet épisode. Un grand merci à toi, Elisabeth, d'avoir accepté de parler, d'échanger avec moi, de participer à ce podcast dans ton contexte qui est difficile, comme on l'a dit tout à l'heure. Vraiment, merci infiniment. Comme on disait, tout est difficile, mais oui. On peut changer notre regard. C'est vrai. Il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était l'épisode 68 du podcast Gang de copines. Merci de ton écoute. Alors, j'ai évidemment beaucoup aimé cet échange avec Elisabeth, qu'elle nous parle de la place de la sororité dans chacune des étapes de sa vie et qu'elle nous partage aussi son parcours d'entrepreneur. Autre chose que j'ai aussi bien apprécié, c'est la simplicité et l'authenticité avec laquelle elle parle de son contexte personnel. Parce que pour moi, c'est aussi une forme de sororité que de rendre visible sa maladie, en parler, pour toutes celles qui traversent peut-être la même chose et qui ont besoin de personnes qui témoignent pour avancer. Si tu as dans ton entourage une copine qui a besoin de faire décoller son entreprise, envoie-lui cet épisode. Je suis sûre qu'elle a besoin de l'entendre pour se mettre à vendre. Et nous, on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Entre deux, on peut discuter sur Instagram. Le compte, c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!